Mais Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Le 30 décembre 1935, Albert Bernard Bongo vient au monde à Léouaï, une ville de la province du Haut-Ogooué située dans l'est du Gabon. Il est le benjamin d'une famille d'agriculteurs de 12 enfants, issus des ethnies Téké et Obamba. Sa famille paternelle se nomme Ondimba et celle maternelle est Bori. À 7 ans, il perd son père, puis à 12 ans, sa mère. Il effectuera ses études primaires et secondaires au Congo. À l'époque, le Congo-Brazzaville et le Gabon formaient une même entité. En 1952, il rejoint Brazzaville, où il devient employé des PTT. C'était l'administration française responsable des postes, des télégraphes et des téléphones. À cette époque, il est initié à la franc-maçonnerie sur les conseils d'un inspecteur des postes. En 1955, il fait la connaissance à Franceville de Louise Mouyabi Moukala. De cette liaison naîtra Pascaline Bongo, sa première fille, en 1956. De 1958 à 1960, il fait son service militaire et sort de là avec le grade de lieutenant. Il rejoint l'armée de l'air, puis les services secrets français, tout en intégrant les PTT de Libreville. Et c'est durant son service militaire qu'il devient père de son deuxième enfant, Ali Bongo Ondimba, dont j'ai déjà fait une vidéo que vous pouvez regarder en cliquant ici. En s'impliquant dans les élections législatives de 1961, il est repéré par Jean-Hilaire Obama, ministre des Affaires étrangères, qui l'intègre à son cabinet. Puis, le président Léomba le repère alors à son tour et lui confie la direction adjointe, puis en octobre 1962, la direction de son cabinet. Entre le 17 et le 20 février 1964, un coup d'État visant à placer Jean-Hilaire Obama au pouvoir a lieu et Albert Bongo est arrêté et interné au camp Baraka de Libreville. Mais il sera très rapidement libéré par les forces françaises accourues au secours du président Léomba. Il restera néanmoins profondément marqué par cette expérience. Ayant envahi puis mis à sac le palais présidentiel dans la nuit de lundi à mardi, des éléments de l'armée gabonaise s'emparaient de la personne du président Léomba qui était contraint de démissionner mardi matin. Un petit groupe d'officiers gabonais mutinés que nous voyons sur ces images formait alors un comité révolutionnaire, tandis qu'un gouvernement provisoire était constitué sous la présidence d'un leader politique de l'opposition, M. Obama. En septembre 1965, il est nommé ministre délégué à la présidence, chargé de la défense et des affaires étrangères. Lorsque Léomba tombe gravement malade, le général de Gaulle et son conseiller chargé des affaires africaines, Jacques Foccart, décide avec le soutien du président gabonais de faire d'Albert Bongo l'héritier du pouvoir. À cet effet, à la fin de l'année 1966, une modification de la Constitution instaure le poste de vice-président de la République chargé de prendre la succession du chef de l'État en cas de vacance du pouvoir. La nouvelle Constitution prévoit que le président de la République et son vice-président sont élus ensemble, sous la forme d'un ticket électoral. Au mois de mars 1967, le président Léomba est réélu avec pour vice-président le jeune Albert Bernard Bongo. Il accède à la présidence de la République gabonaise en novembre 1967, à la mort de Léomba. En 1968, avec la création du Parti démocratique gabonais, il instaure le monopartisme. La même année, il se fait baptiser dans le but d'obtenir une audience avec le pape Paul VI. En 1973, il se convertit à l'islam et devient El Hadj Omar Bongo. Pour certains, le Gabon étant un pays exportateur de pétrole, cette conversion ne fut qu'un moyen de se faire bien voir des pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, principalement à majorité musulmane. En échange du soutien de l'Élysée, qui peut intervenir pour le destituer, Bongo consent à mettre à la disposition de la France une partie des richesses du Gabon, notamment son pétrole et son uranium.
ressources stratégiques. Sur les questions de politique internationale, le Gabon s'aligne sur Paris. Fin 1968, Omar Bongo, toujours sous l'influence de Jacques Foccart, est contraint par la force de reconnaître la pseudo-indépendance du Biafra, une région du Nigeria riche en pétrole. Il doit même accepter que l'aéroport de Libreville serve de plaque tournante aux livraisons d'armes opérées en faveur d'Ojukwu, un militaire et homme politique nigérien. C'est aussi depuis le Gabon que les mercenaires de Bob Bernard, un mercenaire français, tentent de déstabiliser le régime marxiste-léniniste du Bénin. En 1970, son principal opposant, Germain Ba, est assassiné à Libreville par 2 mercenaires français. Cependant, rien ne permet d'incriminer le président gabonais. En février 1973, Omar Bongo organise une première élection présidentielle dont il sera le seul candidat. Il remporte l'élection avec 99,6% des voix. La même année, le cours du baril du pétrole explose. On parle alors de choc pétrolier. Cet événement lui ouvre une décennie de prospérité. Il en profite pour mener une politique d'infrastructure de grande envergure, création de routes, de chemins de fer, de ports, de la société Air Gabon, des centrales électriques, mais aussi nouveau palais présidentiel, palais des conférences, cité du 12 mars. La presse internationale parle en ces temps-là de miracle gabonais. Mais malgré cette politique d'infrastructure, les conditions de vie des populations ne sont pas améliorées. En 1977, un nouvel opposant, le poète Ndouna Debeno, est assassiné dans des conditions mystérieuses. Une nouvelle fois, aucune preuve ne permet d'impliquer le président Omar Bongo. En 1979, il est réélu président de la République. Toujours candidat unique, il obtient 99,8% des suffrages. Dans les années 1980, le Gabon est victime d'une crise économique qui oblige son président à faire appel à la France. Le Fonds monétaire international critique la politique économique gabonaise. Cette situation délicate n'empêche toutefois pas Omar Bongo d'être réélu une seconde fois en 1986 avec 99,9% des voix. En 1990, Omar Bongo, à la suite d'une grève générale initiée par une révolte étudiante, est néanmoins poussé à organiser une conférence nationale, à l'issue de laquelle il décide de restaurer le multipartisme et diverses réformes démocratiques. Il nomme alors Premier ministre l'opposant Casimir Oyemba, mais la mort dans les circonstances obscures d'un autre leader de l'opposition, Joseph Randjambé, relance la révolte. En septembre, des élections législatives libres et transparentes ne donnent qu'une faible majorité au Parti démocratique gabonais. En décembre 1993, il concourt à sa première élection présidentielle concurrentielle. Il est réélu au premier tour avec 51% des suffrages, résultat non reconnu par les candidats de l'opposition. En 1994, il s'oppose vainement à la dévaluation du franc CFA. En 1998, il sera réélu une nouvelle fois, avec 66% des voix. Dans les années 2000, Omar Bongo profite d'une nouvelle flambée des prix du pétrole. La dette extérieure du Gabon demeure cependant très importante. En 2004, il rajoute le nom de son père au sien et devient Omar Bongo Ondimba. Il est réélu le 27 novembre 2005 avec 79,2% des voix selon les résultats officiels. L'opposition, avec à sa tête Pierre Mambondo, ne reconnaît pas ce scrutin. En 1973, Omar Bongo arrime le Gabon avec l'organisation pétrolière OPEP afin de maximiser les rendements de l'industrie pétrolière gabonaise. Selon le magazine Jeune Afrique, à partir des années 1980, Omar Bongo, considéré comme un sage du continent africain, met à profit son expérience politique en se proposant comme médiateur dans différents conflits. Ainsi, en 1998, il organise une rencontre à Libreville entre le président angolais José Eduardo dos Santos et le président congolais Denis Sassou Nguesso, dont les pays respectifs sont en guerre depuis plus de 13 ans. Rencontre qui aboutit à un traité de paix historique. En Afrique du Sud, Bongo ne ménage pas son soutien à Nelson Mandela, alors en lutte contre l'apartheid. En 1997, il tente en vain au Zaïre de réconcilier Mobutu et Kabila. Depuis la fin des années 1990, il œuvre pour une réconciliation entre le Tchad et le Soudan.
En 2008, il parvient à mettre un terme à une guerre civile qui durait depuis plusieurs années en Centrafrique, en arrachant aux belligérants un pacte de réconciliation nationale. Il échoue en revanche au Congo, où se déroulait une terrible guerre civile entre son ami Denis Sassou Nguesso et son autre ami Pascal Lissouba. Plutôt que de choisir son camp, au nom de l'amitié, il décide d'aider les deux combattants, ce qui n'a pas été bénéfique à la paix. À part la France, Omar Bongo a également tissé des relations politiques et économiques avec de nombreux autres pays, tels que le Ghana, le Maroc, le Sénégal, la Guinée équatoriale, le Burkina Faso, la Chine, le Mali et plein d'autres. En 1997, le nom d'Omar Bongo apparaît dans l'affaire ELF. Il est soupçonné d'avoir aidé le PDG de ELF, une société française d'extraction pétrolière, à renflouer la société Biderman, une société de confection de vêtements masculins. La juge Eva Joly place sous séquestre un de ses comptes en Suisse. Au cours des années 98-99, le Sénat américain enquête sur les avoirs placés aux États-Unis par le président gabonais. Son rapport révèle que le montant des avoirs d'Omar Bongo, placés dans différents comptes à la Citibank à New York de 1985 à 1997, serait d'environ 130 millions de dollars. L'argent de ces comptes, qui provenait des revenus pétroliers, aurait servi à financer la campagne présidentielle de 1993 du président Bongo, alors candidat à sa propre succession à la tête de l'État gabonais. En janvier 2008, le journal Le Monde révèle la liste des biens mal acquis supposés en France du président gabonais et de sa famille. Plus de 33 appartements et hôtels particuliers équivalent à 150 millions d'euros. En mars 2007, l'organisation Transparency International France dépose plainte contre Omar Bongo et deux autres chefs d'État africains, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville et Teodoro Obiang de la Guinée équatoriale, soupçonnés de posséder des biens immobiliers en France financés par l'argent public détourné. Le 13 février 2009, Omar Bongo voit certains de ses comptes bancaires qu'il détient en France saisis par la justice française. Le gouvernement gabonais accuse la France de mener une campagne pour déstabiliser le pays. Le 30 mars 2009, une enquête est ouverte sur des comptes qui appartiendraient à Edith Bongo, épouse d'Omar Bongo et fille de Denis Sassou Nguesso, décédée le 14 mars 2009. Soupçonnée d'avoir servi de prête-nom à Omar Bongo et à Denis Sassou Nguesso auprès de différents établissements bancaires afin de dissimuler des capitaux provenant des détournements de fonds publics à Monaco. Le 6 mai 2009, Omar Bongo suspend ses activités afin de se reposer et faire le deuil de son épouse Edith Sassou Nguesso, devenue Edith Bongo, alors que des rumeurs circulent sur son propre état de santé. À partir du 11 mai 2009, Omar Bongo est hospitalisé dans un état grave mais stationnaire en Espagne. Selon la présidence gabonaise, Omar Bongo fait juste un simple bilan de santé, mais en réalité, il serait traité pour un cancer. Le Conseil national de la communication gabonais s'indigne alors du traitement de l'information par les médias français. Le site internet du magazine Le Point annonce sa mort le 7 juin 2009. Mais le gouvernement gabonais avait alors démenti l'information et convoqué l'ambassadeur de France. Le 8 juin 2009, son décès est confirmé par le Premier ministre Jean Eyengendo. Ses obsèques nationales ont lieu le 16 juin 2009. Omar Bongo est enterré le 18 juin 2009 à Franceville, capitale du Haut-Ogooué, sa région natale. Au fil de plus de 40 années de pouvoir ininterrompu, Omar Bongo Ondimba, père de plus de 54 enfants, a placé sa famille au cœur de l'État, qui est omniprésent dans le gouvernement gabonais, dans l'administration, l'économie ou les médias. Durant ces 4 décennies au pouvoir, il a entamé plusieurs chantiers afin de mettre le Gabon sur la voie du développement. Mais plusieurs faits de corruption et de privation des ressources naturelles du pays nous poussent à nous interroger réellement sur l'importance qu'il accordait au développement du Gabon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du personnage et de la politique d'Omar Bongo, qui semble être toujours bien apprécié par la population gabonaise. D'ailleurs,
sa ville natale s'appelle désormais Bongoville, ce qui montre l'importance et la reconnaissance qu'on lui accorde toujours. Merci et à la prochaine.